retrouve donc pour une nouvelle édition de Direct. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Évidemment, notre sujet du jour, la COP 21, la coopération de la conférence de Paris 21, donc où nous allons parler climat, des enjeux cruciaux, des enjeux historiques pour la survie de la planète, dans un contexte aussi hors du commun, assez extraordinaire, puisque c'est 2 semaines après les attentats qui ont survécu à Paris, qui ont coûté la vie à plus de 130 Parisiens et blessé plus de 280 personnes. La ville de Paris est une forteresse. On va avoir les détails avec notre correspondante Nora Alla dans quelques instants. Nous allons aussi avoir nos invités de divers horizons, économie, politique, environnementale. Donc nous allons voir aussi l'importance de cette conférence pour le monde et notamment le monde africain. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et je commence avec la Russie. La Turquie a refusé lundi de s'excuser pour avoir abattu un bombardier russe à la frontière syrienne la semaine dernière. Comme réclame Moscou, il a demandé à la Russie de revenir sur ses sanctions économiques adoptées à la suite de l'incident. La Turquie affirme qu'il était entré dans son espace aérien et qu'il avait été averti 10 fois en 5 minutes. Avant qu'elle n'ouvre le feu, la Russie assure que son appareil survolait le territoire syrien. Détail avec Yara Choucha. Aucun Premier ministre turc, aucun président, aucune autorité ne s'excusera, a déclaré le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu après avoir rencontré le secrétaire général de l'OTAN à Bruxelles. Aucun pays ne peut nous demander des excuses car nous n'avons fait que notre devoir, à savoir protéger notre espace aérien et notre frontière, a-t-il plaidé. Le bombardier Sukhoi 24 a été abattu le 24 novembre par des chasseurs F-16 turcs alors qu'il revenait d'une mission de combat dans le nord-ouest de la Syrie. La Turquie affirme qu'il était entré dans son espace aérien et qu'il avait été averti 10 fois en 5 minutes avant qu'elle n'ouvre le feu. La Russie assure que son appareil survolait le territoire syrien et qu'il n'a jamais été mis en garde avant d'être touché. C'était une action défensive, a insisté M. Davutoglu. 2 soldats russes sont morts des suites de l'incident, un des pilotes du bombardier et un soldat qui participait à une opération des forces spéciales russes visant à secourir le 2e pilote. Nous espérons que la Russie reconsidérera les sanctions économiques décrétées par Moscou car elles sont contraires à nos intérêts à tous les deux, a ajouté le chef du gouvernement turc. Il a rappelé que la Turquie avait soutenu la Russie quand celle-ci s'est vue imposer depuis l'été 2014 de lourdes sanctions économiques par l'Union européenne en raison de son implication présumée dans la crise ukrainienne. Nous sommes prêts à parler via des canaux diplomatiques et militaires à la Russie, a toutefois souligné M. Davutoglu dans le pays et membre de l'OTAN. Nous n'avons aucunement l'intention d'avoir une escalade et la Turquie veut avoir de bonnes relations avec la Russie, a-t-il insisté. Le Kremlin a annoncé lundi qu'aucune rencontre n'était prévue entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan en marge de la conférence internationale sur le climat à Paris. Le secrétaire général de l'OTAN a une nouvelle fois appelé au calme. Il a exhorté la Russie à jouer un rôle constructif en Syrie en visant dans ses bombardements le groupe Daesh, l'ennemi commun. Les Européens ont scellé hier un plan d'action avec la Turquie pour freiner le flux de migrants vers l'Union européenne en se gardant d'être trop précis sur les contreparties aux Turcs venus décrocher une relance dans leur processus d'adhésion. Ankara s'y engage notamment à rendre ses frontières avec l'Union européenne, plutôt principale porte d'entrée des migrants en Europe, plus impénétrable aux migrants économiques irréguliers, et à coopérer dans la lutte contre les passeurs qui opèrent du côté turc. Plus de détails dans ce commentaire. L'ambiguïté des promesses du sommet réuni à Bruxelles n'a pas empêché la Turquie de saluer un jour historique sur le chemin de son adhésion à l'Union européenne, alors que le pays est montré du doigt pour ses violations des droits de l'homme. Cette rencontre inédite entre les 28 membres de l'UE et la Turquie a en tout cas entériné l'aide de 3 milliards d'euros que les Européens verseront pour aider Ankara à mieux accueillir les réfugiés syriens et pour éviter qu'ils cherchent à rejoindre l'Europe dont l'unité vacille sous la pression migratoire.
Ankara s'y engage notamment à rendre ses frontières avec l'UE, principale porte d'entrée des migrants en Europe, plus imperméable aux migrants économiques irréguliers et à coopérer dans la lutte contre les passeurs qui opèrent depuis les côtes turques. Les Turcs ont obtenu de leur côté la promesse d'une accélération des négociations en cours pour faciliter l'attribution de visas pour l'Europe. Sur le plan politique, les deux parties ont surtout convenu de redynamiser les négociations d'adhésion de la Turquie ouvertes en 2005, mais quasiment au point mort depuis. D'autres États membres craignent aussi de donner l'impression que l'Europe abaisse ses exigences vis-à-vis d'Ankara, au moment où l'UE fustige les graves reculs de la liberté d'expression en Turquie. Ce sommet ne nous amènera pas à oublier les divergences qui subsistent encore avec la Turquie sur les droits de l'homme ou la liberté de la presse. Nous y reviendrons, a insisté M. Juncker. C'est un jour historique pour notre processus d'adhésion à l'UE. C'est néanmoins enthousiasmé le chef du gouvernement turc, Ahmed Davutoglu. Les Turcs auraient préféré que d'autres chapitres de négociations d'adhésion soient clairement désignés dans les conclusions. Malgré cela, ce sommet est une réussite de notre point de vue, a indiqué une source gouvernementale turque. Et on termine avec ce commentaire qui va introduire notre sujet. Une conférence historique sur le climat s'est ouverte lundi, donc aujourd'hui près de Paris, avec des appels vibrants à retrouver un accord pour sauver la planète, en présence de 150 chefs d'État et de gouvernement appelés à prendre leurs responsabilités, faisant de la conférence de Paris le succès historique que le monde attend, à plaider le ministre français Laurent Fabius, président tout juste élu de cette COP 21. Yarouchoucha donne les détails. Le monde fait face à deux menaces terribles, le terrorisme et le changement climatique, a déclaré Emmanuel Pulgar Vidal, le ministre péruvien de l'Environnement, président de la conférence Climat de Lima de 2014, en ouvrant la COP 21, avant de passer le relais à Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères français, qui préside la réunion de Paris. Dans le parc d'exposition de Bourget, transformé en forteresse après les attentats du 13 novembre, l'Américain Barack Obama, le Chinois Xi Jinping, le Canadien Justin Trudeau et leurs homologues du monde entier ont été accueillis par le président français François Hollande et le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, protégés par 2800 policiers et militaires en alerte. Le marathon des négociations doit durer jusqu'au 11 décembre. Dimanche, plusieurs dirigeants, dont Barack Obama, la présidente du Chili, Michelle Bachelet, le premier ministre japonais, Shinzo Abe, sont venus se recueillir devant le Bataclan, salle de spectacle où 90 personnes, des jeunes gens pour l'essentiel, ont été tuées. La veille, de nombreuses marches dans le monde entier ont réuni plusieurs centaines de milliers de manifestants qui ont réclamé un accord climatique fort. Elles ont été ternies à Paris par des échauffourées qui ont donné lieu à plus de 300 interpellations. C'est la conférence de l'espoir qui peut changer beaucoup de choses, a dit lundi matin Laurent Fabius sur la radio France Internationale. Barack Obama a indiqué être optimiste sur ce que nous pouvons accomplir dans un court texte posté sur Facebook. Selon le China Daily, M. Xi devait galvaniser la COP 21 avant de favoriser un accord historique, équilibré et juste, défendant notamment les intérêts des économies en développement. En vue de la conférence de Paris, 183 pays sur 195 ont publié des plans de réduction de leurs émissions, une participation inespérée qui place cependant encore le monde sur une trajectoire de plus de 3 degrés centigrades. Le sommet, à l'initiative de la France, vise à donner une impulsion politique à un processus de négociation qui reste difficile, tant cette question touche au fondement des économies et du développement. Tous les pays ont leurs lignes rouges qu'ils ne voudront pas franchir. Les pays du Sud, par exemple, appelant le Nord, responsable historique du réchauffement, à honorer ses promesses financières. Pressés d'avancer sur le projet d'accord, les négociateurs ont repris leurs travaux dimanche et doivent se retrouver jusqu'au 11 décembre. TV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV,
c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Le nouveau canal de Suez. Un projet national. Entièrement financé et réalisé par des Égyptiens. Ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct. La situation économique en Égypte, où on est exactement. De la situation en Irak où la violence atteint des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2. C'est dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires. De retour pour notre débat, comme je vous l'ai indiqué, la COP21, le sujet d'actualité, la conférence mondiale pour le climat, une conférence historique avec des enjeux cruciaux. Le réchauffement climatique, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une utopie. On y vit, les dérèglements climatiques, on est en train de les vivre actuellement. L'homme dérègle son environnement et les pollueurs doivent prendre leurs responsabilités. Ce sont en général les messages qui ont été transmis par les différents chefs d'État. Très rapidement, nous allons avoir dans quelques instants notre collègue Noha Alem, mais je présente d'abord mes invités. Dr Sam Abdel Fattah, analyste politique, bonsoir. Et Dr Adel Al-Mahani, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, donc j'ai bien prononcé, professeur d'économie et président de l'association Euroméditerranée pour le développement. Merci d'être avec nous ce soir. Noha Alem, notre envoyé spécial, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonsoir Ahmed. Bonsoir. Noha, alors où en est-on actuellement? Alors pour bondir sur ce que vous avez dit, en effet, il y a une prise de conscience de la part des chefs d'État présents durant ce sommet, durant l'ouverture de ce sommet. Ils ont tous fait passer le message. Il ne faut pas il ne faut pas décevoir et il faut être à la hauteur des attentes de ces millions de personnes qui sont en danger à cause des changements climatiques. Donc on l'a entendu essentiellement
de la part des pays développés comme la France, l'Allemagne, la Russie, les États-Unis qui ont pour la première fois reconnu leur part de responsabilité dans ce changement climatique. Et donc Obama a clairement dit qu'il fallait s'y mettre maintenant, que c'était peut-être la dernière ligne droite pour réduire les dégâts en fait. Et donc voilà, comme vous avez pu le dire, l'objectif affiché est de limiter la hausse du thermomètre mondial à 2 degrés, car si on fait plus de 2 degrés, ça pourrait avoir des conséquences très graves. Et d'ailleurs, l'année 2015 a été témoin de beaucoup de changements climatiques, comme par exemple la canicule, les inondations, la sécheresse. Donc voilà, en fait, c'est ce que vous avez dit, et les chefs d'État sont conscients du problème. Ouais, et pour justement les conséquences économiques, on va en parler avec notre invité dans quelques instants. Mais Nora, alors Paris vit, ou la France vit sous l'état d'urgence, impossible de manifester pour, par exemple, les militants écologistes qui sont anti-COP21. Comment, en France, on a exprimé ceux qui refusent et qui estiment inutile cette conférence, comment est-ce qu'ils ont pu exprimer leur scepticisme et leur refus? Eh bien, hier, il y a des activistes qui ont violé donc cette interdiction de manifester. Il y a eu énormément d'arrestations qui se sont parfois terminées en altercation et des violences entre la police et des activistes. Il y a eu plus de 300 interpellations. Donc pour vous dire l'ampleur de la chose, ici au Bourget, il faut dire que en fait la sécurité est divisée en 3 zones. Alors la première zone qui est dite zone bleue, c'est la plus sensible, c'est là où se tiennent les conférences. Elle est sous l'autorité de l'ONU et des casques bleus. Ensuite, la zone 2, c'est tout ce qui est Île-de-France, Paris, Île-de-France. Et celle-ci, eh bien, il y a un niveau de sécurité inédit pour la France en tout cas, car près de 15 600 policiers et militaires sont sur le terrain pour justement sécuriser le périmètre. Et s'ajoutent près de 2800 personnes ici à la COP pour vous dire l'ampleur un peu du dispositif sécuritaire. Très bien. Encore un petit peu, parlons toujours du scepticisme. Comment, peut-être en essayant de voir l'ambiance qu'il y avait à Paris, que ce soit le citoyen lambda qui a du mal à circuler avec sa voiture et qui est donc bloqué dans les bouchons et les transports en commun, et les militants qui n'ont pas manifesté mais qui expriment quand même une certaine colère ou un certain refus. L'ambiance à Paris en général, comment elle est ? Eh bien justement, je pense que le gouvernement français s'attendait à ce que les Français ripostent, puisque nous savons que les Français ne cachent pas leur mécontentement lorsqu'il s'agit d'atteinte à la liberté. Donc c'est pour ça que le ministre des Transports français a annoncé depuis quelques jours la gratuité des transports en commun hier et aujourd'hui. Donc pendant 2 jours, dans toute l'Île-de-France, les transports en commun étaient gratuits. Ils le sont jusqu'à ce soir. Donc je pense que ça a permis un petit peu aux Français de souffler un petit peu, car oui, il y a énormément de rues qui ont été bloquées, étant donné le nombre de chefs d'État présents et on va dire des gros chefs d'État, puisqu'on a Barack Obama, on a Xi Jinping pour la Chine, on a la Russie, l'Inde, sont de grandes personnalités. Donc qui dit grande personnalité dit un renforcement de la sécurité dans les rues, des embouteillages plus importants que d'habitude. Donc les transports en commun sont gratuits pour faciliter un petit peu justement la circulation dans Paris et dans toute l'Île-de-France. Ouais, dans des organisations comme ça, Nora, vous êtes habituée. Il y a une espèce de frénésie concernant un petit peu surtout le rôle des médias. Comment vous vivez, vous, donc en tant qu'envoyé spécial, ce rôle? Est-ce que les invités que vous voulez aborder sont abordables justement par le niveau de sécurité et l'importance de cet événement, où il y a quand même énormément de restrictions?
Alors, il faut dire que nous sommes 3500 journalistes accrédités. Pour vous dire un petit peu qu'il y en a énormément, venus des quatre coins du monde, puisque chacun vient soit avec le chef de l'État de son pays ou vient pour une chaîne privée. Donc, il y a énormément de journalistes présents et en effet, il est très difficile d'approcher, en tout cas les chefs d'État, puisque il y a un dispositif de sécurité très renforcé. Le centre de presse n'a pas forcément accès à toutes les conférences. Il y en a certains où on a accès. Il y a seulement 35 journalistes qui avaient la possibilité d'entrer dans cette fameuse salle où s'est tenu les différents discours des chefs d'État. Donc vous imaginez 35 sur 3500. C'est vraiment peu et il fallait. Ils ont été sélectionnés par l'Élysée et par l'ONU quelques jours avant. Donc pour vous montrer un petit peu le processus de sécurité qui a été mis en place pour cette conférence justement. Donc en effet. Très bien, Noa, mais on n'a pas la possibilité. Très bien, Noa, pour conclure avec vous, le niveau de sécurité, est-ce qu'il va durer la semaine donc ou les quelques jours, je me rappelle plus très bien, 11 jours, merci docteur, les 11 jours donc de conférence, est-ce que le même niveau de sécurité sera mis en place et c'est surtout pour les habitants de Paris qui seront un petit peu encombrés, ou est-ce qu'il y aura une relaxation lorsque, ou un relâchement, pas un relâchement, mais je dirais une flexibilité plus grande lorsque les chefs d'État peut-être auront terminé leur conférence? Oui, voilà, à partir de demain, en début d'après-midi, je pense que Paris arrivera à souffler un petit peu, puisque la majorité des chefs d'État repartent demain dans l'après-midi. Donc, en effet, il y aura toujours un dispositif de sécurité très important, puisque la conférence dure 11 jours, mais en tout cas, les rues seront plus fluides. Très bien. Norhala, notre envoyé spécial à Paris, merci beaucoup pour vos précisions et bonne chance pour rentrer chez vous. Donc on revient à notre sujet, on remercie Noa infiniment pour ce témoignage. Donc cette conférence, elle est vraiment cruciale comme je l'ai indiqué, puisque en fait tous les gros titres disent que nous sommes en train de jouer l'avenir climatique de la planète, puisque au fond le dérèglement climatique, nous sommes en train de le vivre. Docteur Essam, peut-être si vous nous évoquiez un petit peu, les différentes conférences donc climatiques et pourquoi est-ce que celle-là, et hormis le fait que ça soit le dérèglement climatique soit une réalité, pourquoi est-ce que celle-là est plus importante que les autres? Oui, tout a commencé à partir de 1997, c'est le Kyoto, et qui a été voué à l'échec certainement, parce que on avait vu que les pays manquaient de volonté, c'est-à-dire que il y a toujours une sorte de contraste, une opposition entre les espérances et entre l'actualité. Vous savez que les pays pollueurs du monde sont les pays avancés, parce que ce sont eux qui utilisent la technologie, tous les moyens de génération d'énergie. Et sont eux donc qui sont à l'origine de ce problème, de cette catastrophe ou de cette crise. Alors les victimes sont les pays certainement les plus démunis, les plus pauvres, c'est-à-dire les habitants, les populations insulaires, à titre d'exemple, sont eux qui souffrent parce qu'on a vu ça, les conséquences qui se traduisent sous forme de quoi? Des catastrophes naturelles. Vous avez typhons, par exemple, ouragans, et tout ça. Et on a vu même, vous savez, des catastrophes qui ont fauché, qui ont effacé de la carte complètement des pays, des êtres humains. Bien, maintenant, Kyoto, puis après, il y a à partir de 2009, c'est Copenhague aussi, qui a été voué à l'échec, bien entendu. Et à partir de 2009 jusqu'à maintenant, on a vu 3 ou 4 réunions annuelles à peu près pour se préparer certainement pour ce sommet, et parce qu'on considère actuellement ce sommet comme la dernière chance, parce que si par exemple on n'arrive pas à adopter, ou bien on n'arrive pas à s'engager réellement, sérieusement, à mettre fin à ce danger, à ce péril, d'ici 10 ans, il sera trop tard. C'est-à-dire les effets catastrophiques, justement, de l'émission de gaz à effet de serre, les émissions toxiques, ça, on ne sera pas en mesure, justement, de stopper, d'endiguer ces effets catastrophiques. Et ça, c'est la question. Maintenant, on joue la dernière carte, comme vous avez dit tout à l'heure. On joue la dernière carte,
Et ça, c'est très clair dans le discours. C'est le discours qui me plaît. En fait, c'est le discours de François Hollande au début. C'est-à-dire, il appelle tous les pays vraiment maintenant à s'engager sérieusement, assumer leurs responsabilités. Et on verra. On a vu par exemple les États-Unis, la Chine qui est le deuxième pays pollueur, sinon si ce n'était le premier. Et puis les États-Unis aussi. Les États-Unis sont considérés aussi comme parmi les pays les plus polluants du monde. Et on a vu l'Inde, mais l'Inde aussi se trouve dans une situation quand même critique et qui n'est pas claire du tout. Pourquoi? Parce que l'Inde en fait utilise l'énergie en fait qui cause toutes les catastrophes, ça veut dire le charbon, à titre d'exemple. Mais l'Inde, certainement, espère utiliser l'énergie renouvelable, mais pour utiliser l'énergie renouvelable, pour en faire usage, elle a besoin certainement d'un financement dont il n'est pas capable actuellement, ces financements pour pouvoir justement investir ou exploiter l'énergie renouvelable. On a aussi les pays, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, certainement, préfère maintenir le statu quo. Pourquoi? Parce que vous savez, faire usage des énergies renouvelables, ça va à l'encontre, justement, du pétrole. Vous voyez? Et ça, c'est un problème pour l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire, quand on dit énergie, par exemple, énergie pourtant, c'est bizarre, hein, ce sont des pays ensoleillés comme l'Égypte, etc. Oui, mais c'est-à-dire que c'est un pays qui compte essentiellement, qui a certainement sa propre place. C'est un pays de l'OPEP, bien entendu. Par rapport aux autres, à cause certainement des pays de pétrole. Vous voyez, donc c'est ça. Donc nous sommes en face, en fait, d'un sommet historique, à mon avis. Mais peut-être la question qui se pose ici, est-ce que ce sommet, d'abord, c'est un sommet qui regroupe quoi? Les présidents des pays, c'est-à-dire on ne va pas justement signer un accord, absolument pas. Mais les présidents sont là pour donner une impulsion, afin que les gouvernements concernés se regroupent un jour pour signer un accord. Enfin, il y a 11 jours et durant les 11 jours, il y a différentes réunions, ONG. Il y a des étapes. Voilà, il y a différentes étapes. Vous avez évoqué donc ces catastrophes qui sont vraiment sur le plan matériel désastreuses. Docteur Adel, on essaie de limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement climatique. Combien ça coûte concrètement? Combien ça coûte? C'est une bonne question. Combien ça coûte? Si je me rappelle, pendant la crise des finances internationales qui s'est passée aux États-Unis entre 2007 et 2009, cette crise a coûté plus d'1 trillion de dollars, justement pour quelques bêtises, quelques spéculations dans le marché des capitaux, dans le stock market. Vous voyez, donc l'économie peut coûter cher. Mais l'environnement, adopter certaines mesures qui appliquent l'énergie renouvelable, ça va coûter. Mais la question maintenant, ce n'est pas une question de coût et de bénéfice, en fait. C'est la question des générations. C'est la question de qu'est-ce qu'on va laisser à nos générations? Voilà, c'est ça. Donc la question, ça dépasse le calcul économique, en fait. Comme disait Dr Fattah, nous approchons d'une catastrophe. Et je suis un peu étonné ce que disait Obama aujourd'hui, président Obama disait nous avons enfin décidé de sauver notre planète. Donc c'est pas la question des décédés, c'est la question nous avons enfin compris qu'on doit sauver notre planète. Ouais. La question pourtant, les États-Unis injectent des milliards justement sur la recherche sur l'environnement. C'est le pays qui en injecte le plus d'ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 2 mois, j'ai reçu un rapport d'un ami aux États-Unis qui explique clairement les dommages, les pertes de la productivité agricole à cause de l'échauffement planétaire. Donc c'est une perte économique. Donc les États-Unis, même ça compte parmi le grand bouilleurs dans le monde, mais quand même, ils souffrent à l'intérieur des États-Unis. Il y a quand même des pertes, il y a des dommages causés par ce comportement anti-énergie propre. Donc votre question, ça coûte combien? C'est vrai, l'énergie renouvelable, ça coûte cher. Mais ça coûte cher si on regarde à court terme. Mais quand on regarde à long terme, on verra bien que le coût d'aujourd'hui, ça sera au bénéfice
les nouvelles générations, en fait, dans 30 ans, dans 20 ans. Vous savez très bien, les émissions CO2, aujourd'hui, on parle d'un réchauffement des planètes de 2 degrés. Si on laisse les choses sans décider d'arrêter cette catastrophe, le 2 degrés va être bientôt, dans quelques années, 4 ou 5 degrés. Mais elle a atteint 5. Voilà. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire 5 degrés ou plus 5 degrés? C'est-à-dire un jour, dans 100 ans ou 50 ans, il y aura plus de delta dans notre pays. Donc la question est très sérieuse. C'est pas de confort des gens qui parlent d'économie verte, etc. C'est une nécessité absolue. Donc la question économique, ça coûte combien? C'est vrai, ça coûte cher, mais à long terme, le résultat sera bénéfique pour tous les citoyens du monde. Non, mais en plus, nous assistons à des phénomènes comme les immigrés du climat, les immigrés climatiques qui n'ont pas, qui n'ont pas de statut juridique parce qu'on ne sait pas trop comment qualifier, comment traiter avec ces personnes. Ce sont des gens qui, à cause du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, sont obligés de fuir leur pays. Nous en avons beaucoup en Afrique à cause de la sécheresse, etc. Nous avons dans d'autres pays du monde. Et ces personnes-là ont un réel, ils coûtent et puis il faut s'en occuper et puis voilà. Donc il y a déjà des coûts qui commencent à voir le jour. Oui, je suis d'accord avec vous, mais le seul problème, à mon avis, je vois peut-être le problème d'une autre manière, c'est-à-dire que pour ce sommet, il regroupe, la plupart des figures qui assistent à ce sommet sont des industriels. Ça veut dire qu'ils sont à l'origine de cette catastrophe de la pollution. Alors maintenant, comment peut-on réconcilier l'intérêt des industriels, bien entendu, avec les populations démunies, les plus démunies, qui sont les victimes des catastrophes? D'ailleurs que c'est vrai, on a vu partout dans le monde des manifestations, parce que les populations victimes, en fait, de ce phénomène de la catastrophique, sont quoi? Ils veulent justement que leur voix se fasse entendre. C'est le seul moment où vraiment leur voix pourra toujours se faire entendre. Sinon, ça sera trop tard. Alors, les industriels sont-ils maintenant disposés vraiment à s'engager et à faire que pour les effets de gaz, des émissions de gaz à effet de serre se réduisent? Ça, c'est la question. À mon avis, c'est pas très simple en fait. Je sais que même si vous leur dites ça, c'est la dernière chance, est-ce que c'est suffisant justement pour mettre la puce à l'oreille, tout à fait, pour les convaincre? C'est la question. Vous avez dit que les États-Unis, oui, les États-Unis ont payé vraiment cher, c'est-à-dire que les États-Unis ont mis sur la table telle somme d'argent, mais moi j'aimerais bien poser la question d'une manière différente aussi. Quel profit, c'est-à-dire le profit que les États-Unis tirent en fait de ces catastrophes, c'est combien? Je pense que c'est le double. Oui, mais je réponds à votre question parce que là, quand on analyse la situation du point de vue économique, maintenant il y a quand même pas mal des industriels, des hommes d'affaires qui cherchent sérieusement d'investir dans le domaine d'énergie renouvelable, s'ouvrir en Afrique, dans d'autres pays. Donc, au Maroc, justement, le plus grand pôle d'énergie renouvelable est au Maroc. D'énergie solaire plutôt. D'énergie solaire. Donc, je crois que le secteur d'énergie renouvelable, ça devient plus en plus, avec l'application, le progrès technologique, ça devient quand même rentable pour ces industriels. Donc, moi, je pense dans le décennie il y en a encore, mais il y en a encore, il y a surtout des scientifiques qui défendent toujours les vieilles énergies, les énergies fossiles, à savoir le charbon. J'ai pu interviewer des scientifiques. À un moment donné, on a vu ça. Non, mais en Égypte, on attend à ce qu'on importe du charbon de Chine. Et quand on demande aux spécialistes de l'environnement, il y en a qui croient dur comme fer que le charbon bien traité, on peut en extraire les 99,9% de ces matières polluantes et finalement peut-être quelqu'un qui s'adapte à la nature. Idem pour le nucléaire, puisque nous allons mettre une centrale nucléaire très récente. Mais la Chine, en fait usage aussi du charbon bien traité. Mais regardez, la Chine était peut-être très franche. Elle a dit, sinon, il faut attendre peut-être 2030. Et en 2030, on va inverser la tendance. Ça veut dire que d'ici 2030, c'est très difficile en fait. Il est très difficile pour la Chine justement de substituer comme ça l'énergie renouvelable qui coûte cher. Et c'est-à-dire, vous dites à long terme, mais d'ici par exemple, jusqu'au jour où vraiment on substitue complètement l'énergie renouvelable à la place du charbon,
Alors, comment sera la situation? Ça, c'est très difficile vraiment de juger ou de prévoir. Ouais. Et puis après, l'Inde qui est très intransigeante, l'Inde aussi, libre à écouter, c'est-à-dire pour l'énergie renouvelable, pour moi, oui, j'espère bien, je veux bien, mais j'ai besoin quand même d'un financement nécessaire qui me permettrait, bien sûr... Et tout le monde n'a pas, disons, n'a pas les mêmes éléments naturels. L'Égypte a un soleil extraordinaire, par exemple. Jusqu'à maintenant, l'Égypte, à un moment donné, le gouvernement égyptien a pensé à utiliser le charbon. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Non, mais oui, et on compte, bien entendu. Ouais. Hein. Pour générer l'électricité, l'Égypte a pensé. Et ils pensent toujours d'ailleurs à utiliser. Ils pensent toujours. Avec le nucléaire. Oui. Ben, justement, à propos du gouvernement égyptien, je ne sais pas si, docteur Adel, vous avez pu voir le discours du président Abdel Fattah al-Sisi, un discours qui, pour beaucoup, en tout cas, que vous l'ayez vu ou pas, le discours du chef de l'État égyptien est un discours où on a pu voir même ces traits de visage qui sont pas accablés, mais je dirais en alerte. Il a souhaité vraiment lancer un message au monde, une alerte au monde. L'Égypte, qui cette année en fait représente un peu l'Afrique, a voulu dire au monde que nous, les Africains, nous souffrons de vos bêtises, enfin de vos entreprises polluantes. Et c'est ce qui ressort, je pense, de cette. Oui. Oui, c'est la désertification et certainement, comme vous avez dit aussi, la migration. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais. Oui, mais est-ce que la voix vraiment de ces populations africaines, à quel point cette voix se fera entendre, ça c'est le pari, je pense. Oui, mais je rajoute juste une chose, parce que quand on parle de COP21, ce n'est pas uniquement les questions environnementales en fait, qui se posent. Parce que quand on regarde soigneusement la question d'énergie et les ressources énergétiques, surtout de le Proche-Orient, on va voir que c'est l'origine en fait de cette déstabilisation de la zone de Proche-Orient. Vous voyez par exemple le barrage de Narda, c'est une source d'avoir énergie électrique, mais ça cause des dommages pour le Soudan, pour l'Égypte. Vous voyez par exemple ce qui se passe en Syrie. Le mouvement, les Daesh, ce qu'ils veulent maîtriser les sources de pétrole en Syrie pour le vendre moins cher ou un bon marché pour la Turquie. Si on regarde la Méditerranée, la découverte des gaz dans la Méditerranée, une sorte de conflit entre le Liban, Israël et l'Égypte. Donc vous voyez, la question d'énergie aussi, ce n'est pas limité à la question de polluer ou pas polluer, c'est question aussi d'une source de conflit dans la zone la zone Proche-Orient. Donc je crois, c'est adopter l'approche d'appliquer l'énergie renouvelable, ça va baisser la tension sur l'énergie classique, à savoir le pétrole, le gaz, etc. Donc je crois que c'est un double bénéfice en fait quand on va vers l'énergie renouvelable. Ouais. On parle de la présence d'industriels, de chefs d'État et d'ONG. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que chacun se rejette la balle un peu. Le gouvernement rejette, le pouvoir central donc rejette la faute aux industriels c'est à eux en fait de se rendre compte de ce qui se passe en bas, donc le peuple, que souhaite le peuple. Et au contraire, ce sont les industriels qui rejettent la faute au pouvoir central de ne pas écouter les aspirations du peuple. Alors, à qui la faute au fond? Peut-être, docteur Hassan. Certainement, la faute, c'est les industriels et les gouvernements des pays avancés, certainement, qui utilisent justement l'énergie susceptible de causer la pollution et aussi d'émettre des gaz à effet de serre et aussi qui sont à l'origine des émissions toxiques, bien sûr. Parce que si vous parlez par exemple des pays pauvres n'ont pas les moyens justement même d'utiliser tous ces moyens techniques pour pour que nous puissions dire que ce sont des pays à l'origine de ce problème. Donc vous voyez, et les manifestations, où est-ce que vous voyez les manifestations? Les manifestations émanent de quel pays? Les pays qui sont vraiment les victimes. Les pays qui ont perdu leur pays, qui ont perdu leur territoire. Vous voyez vraiment que les populations de ces pays manifestent? Oui, bien sûr, ils manifestent. C'était partout. Et même dans les pays avancés, les gens qui sont conscients vraiment du climat, les activistes, et aussi les représentants de la société civile, même en Europe, dans les pays avancés. Je dis qu'il y a des manifestations, bien sûr, parce que beaucoup de populations sont concernées par cette crise, et notamment les populations occidentales. Hein. Mais moi, c'est quand vous dites que la cause, c'est qui? Je dirais que ce sont les gouvernements. Est-ce que, par exemple, les États-Unis, qui est considéré parmi les pays les plus polluants du monde aussi, avec la Chine et avec l'Inde, et maintenant, est-ce que Obama, dans son discours, il a dit qu'il faut être à la hauteur du danger?
Maintenant, et je pense qu'il annonce qu'il faut être à la hauteur du danger, mais c'est un peu trop tard pour lui, non? Ouais. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de sommets, on n'a jamais entendu ce discours. Oui, bon, enfin, c'est maintenant qu'il vient. Quand ils disent, voilà, nous avons enfin compris ou décidé de sauver notre planète. Donc, bon, décidé, je crois qu'ils ont compris enfin les jeux ou les enjeux de cette catastrophe. Mais comment je réponds? Parce que la question, c'est à qui la responsabilité ou à qui la faute? La faute, en fait, c'est les industriels ou le gouvernement. En fait, la question est simple. Les économies d'émissions égale mesures compensatoires au niveau fiscalité, subventions, etc. Donc la tâche. Alors, on va parler normal. Je suis un profane de l'économie, je ne comprends pas ce discours. Alors, ça veut dire, concrètement, ça veut dire quoi? Non, concrètement, quand on parle d'économie propre, c'est-à-dire l'économie qui applique l'énergie renouvelable, qui adopte les mesures d'un environnement propre, etc., ça coûte cher. On est d'accord. Mais en face de cette économie d'émissions, il y a quand même des mesures compensatoires. C'est-à-dire le gouvernement joue son rôle à ce moment-là. Par exemple, en Égypte, si on cherche à réduire ou à avancer dans le dossier d'énergie renouvelable, il faut d'abord faire quelques cadeaux, être plus flexible sur la législation, mais sur quoi? Oui. Par exemple. Ah, la fiscalité, d'accord. La fiscalité, augmenter un peu les subventions pour les industries qui adoptent une méthode de production compatible avec l'esprit d'énergie renouvelable. Mais tout ça coûte, c'est un budget quand même. Je veux dire, est-ce que l'Égypte est capable de le faire, par exemple? C'est un budget, mais si on fin de compte, si on économise les ressources limitées des pétroles, des gaz, on peut exporter. D'un côté, on peut exporter ce qu'on a comme de ressources gazières ou des pétroles. À ce moment-là, il y aura un certain équilibre dans le budget de l'État. Donc, si on subventionne les industries qui adoptent la méthode d'énergie renouvelable, on peut de l'autre côté compenser ces dépenses par une augmentation, par exemple, dans nos ressources et des gaz naturels ou des pétroles, par exemple. Donc, c'est la question, en fait, c'est pas la faute de qui, mais en fait, c'est complémentaire, en fait. Un complète l'autre. Si les industriels font des efforts, donc le gouvernement doit soutenir financièrement les efforts des industriels pour adopter des mesures quand même qui sont plus adaptées à la question du COP21. En tout cas, on a l'impression que les chefs de l'État vraiment entrent... comme on dit avec leur poitrine, comme on dit en égyptien, c'est-à-dire rentrent vraiment de manière forte et chacun exprime une volonté de responsabilité. Et alors, pour répondre à cette responsabilité, beaucoup de pays proposent de subventionner les pays en voie de développement. C'est vraiment ça la solution? Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on attend, en fait... je veux dire, est-ce que c'est l'Afrique avec sa savane et ses quelques industries qui polluent? Est-ce que l'Afrique a besoin de subventions pour mettre en place des projets d'économie verte? Oui, tout à fait. Vous savez, par exemple, le ministre du Pétrole, il a fini sa visite il y a quelques jours en Europe. Donc, on a conclu un accord avec l'Union européenne pour subventionner, pour profiter d'une certaine aide pour que le ministère du Pétrole en Égypte adopte certaines technologies qui diminuent quand même l'effet mission. Donc, c'est une chose. Autre chose, j'ai entendu parler, j'ai contacté mes collègues de l'association qui travaillent vraiment, font un travail remarquable pendant le début de COP21. Il y a quand même une enveloppe, on attend une enveloppe de 100 milliards de dollars pour les pays en voie de développement pour s'adapter à cette nouvelle technologie dans l'énergie renouvelable. Donc c'est ça. Donc il n'y aura pas un perdant, un gagnant. Nous serons tous gagnants après le COP21. Ouais. Moi, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il y a une enveloppe évaluée à 100 milliards, oui, à 100 milliards de dollars, oui. Mais c'est pas beaucoup, aussi. Oui, c'est pas beaucoup, mais je veux dire que dans ces pays, les pays en voie de développement quand même souffrent d'énormément de problèmes. Alors, docteur Sam, on va en parler dans quelques instants. Gardez votre réponse. On est juste au bout du fil, docteur Ali on ne l'a pas encore. Bon, continuez. Bien. Nous avons un problème, c'est-à-dire qu'on a besoin de combien de temps pour qu'on puisse substituer vraiment l'énergie renouvelable? C'est-à-dire vous avez dit 100 milliards de dollars, oui, c'est pas suffisant. Est-ce que et puis après, l'origine de ces problèmes, l'origine de la pollution, c'est où réside vraiment la raison? C'est réside dans les pays avancés. Oui, tout à fait. Les pays avancés, les industriels ont peut-être une certaine mentalité. Vous savez que
toujours c'est la mentalité, à mon avis, un petit peu capitaliste. Il faut gagner le plus vite possible. On ne peut pas attendre, vous voyez. Alors, vous voyez, le résultat qui se fait attendre maintenant, c'est quoi? C'est quand on substitue l'énergie renouvelable à la place de quoi? L'énergie qui est à l'origine de la pollution. Oui, ils ont des moyens, ils ont la technologie, ils ont tout, mais le problème, ça va prendre beaucoup de temps. Et puis, un industriel n'est... Enfin, c'est-à-dire, je ne peux pas certainement généraliser. La plupart des industriels, eux, ils ne sont pas disposés vraiment à substituer l'énergie renouvelable parce que ça coûte cher maintenant. Et puis, on a besoin vraiment combien de trentaines d'années peut-être. Et ça, c'est la question. Non, mais sérieusement, pourquoi est-ce que les pays riches, les pays les plus industrialisés, les pays les plus pollueurs ne se subventionnent pas eux-mêmes avec ces 100 milliards pour réduire... Avant de subventionner les autres. L'Égypte, c'est pas avec... Oui, c'est vrai, les poubelles qu'on brûle, la pollution des pots d'échappement, etc. C'est asphyxiant pour le peuple. Et j'espère que le gouvernement égyptien pourra faire pour éliminer, éradiquer ce problème. Mais franchement, c'est pas ça qui va polluer toute l'Afrique. Il y a pire. Donc je pense pas que... L'Afrique est victime. Ouais. En fait. L'Afrique et les pays se sont victimes. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est comme pour chercher la cause du problème, ce n'est pas en Afrique. L'Afrique, ça, c'est la conséquence. Je veux dire que la raison, c'est où? C'est dans les pays avancés. Et c'est pour cela, le sommet européen regroupe quoi? 150 pays maintenant. Ouais. Vous voyez, Docteur Adelouis, je vous ai coupé, allez-y. Oui, mais quand même, il y a une chose, parce que bon, la réponse pour la question climatique, la catastrophe climatique, ce n'est pas une réponse à court terme. C'est-à-dire, si vous parlez de 30 ans, si même on commence d'aujourd'hui, 30 ans, c'est normal dans la question qui touche l'environnement. Donc c'est une mesure quand même, mesure à long terme. Ce n'est pas aujourd'hui ou dans quelques années, on va régler l'échauffement des planètes. Mais il faut commencer quelque part. Je crois que le COP21 d'aujourd'hui à Paris, c'est une réponse. C'est un bon début. Vous voyez, par exemple, l'accord entre les chefs d'État, etc. Mais je rajoute une chose. Quand même, le COP21, ça vient dans une circonstance économique très difficile. Il ne faut pas oublier quand même que l'économie mondiale est dans un état de récession. Alors, docteur Ali, on va en parler justement. Je voudrais... Là, on me dit vraiment au bout du fil, docteur Ali Al-Kourei, vous êtes donc, vous êtes le président donc, du comité environnement à l'association égyptienne d'hommes d'affaires. Docteur Ali, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes vraiment spécialiste de l'environnement. Quelle est votre estimation de cette COP21 après donc différents échecs de différentes conférences au sujet du climat, pardon. Ben écoutez, je pense que cette fois-ci la chose est plus sérieuse parce que la Chine, qui contribue presque 60% de la pollution mondiale, elle a un plan déterminé qu'elle va soumettre à la conférence ou à l'assemblement qui va commencer, qui va débuter. Alors là, je pense que les gens sont plus sérieux et que les différents gouvernements, ils essayent de trouver une solution parce que le réchauffement continue. Ça n'a pas arrêté jusqu'à présent. Ils préconisent que si les choses restent telles qu'elles sont, on va avoir une sorte de catastrophe d'ici quelques années. Alors on verra ce qui se passe. Et je pense même que les organisations dans les pays autour du globe, ils contribuent beaucoup, ils poussent les gouvernements à trouver une solution et je suis presque certain qu'il y aura des résultats positifs cette fois-ci. Le rôle de l'Égypte, docteur Ali, dans cette conférence? Oui, il ne faut pas oublier que nous avons entamé donc un processus et c'est vrai qu'ils ont accepté d'importer le charbon pour l'énergie égyptienne, mais c'est une chose transitoire. Et donc nous avons besoin de ça pour le moment, dans quelques années à venir. Mais il y a des précautions quand même qui sont prises à travers donc le ministère concerné. Mais en général, il y a un plan égyptien aussi qui vise à réduire l'échauffement parce que nous allons être donc recevoir une catastrophe, nous aussi, au nord du pays. Parce qu'avec l'augmentation du niveau des mers, surtout en Méditerranée, ça va créer des problèmes sur le delta. Surtout quand on a pu le voir à Alexandrie dernièrement. Docteur Ali, l'Égypte a signé
pratiquement tous les protocoles d'accord sur l'environnement, Kyoto et d'autres. Quelles sont les initiatives que fait le gouvernement justement pour les respecter? J'avais évoqué tout à l'heure cette pollution qui émane donc de différentes activités et surtout de la pollution donc routière avec les voitures très polluantes souvent. Mais je me rappelle qu'il y a quelques années, le gouvernement avait introduit quand même un système pour mesurer justement les gaz qui s'échappent des voitures, mais ça n'a pas continué. Je ne sais pas pourquoi. Il faut qu'il recommence de nouveau parce que ça contribue quand même à réduire donc les gaz nocifs qui se produisent dans les grandes, surtout le Caire, l'Alexandrie et dans les États, et même le Saïd, le sud de l'Égypte. Il faut recommencer là. Et puis deuxièmement, ils ont pris un pas qui n'est pas mal du tout. Ils ont changé donc les taxis qui étaient très très anciens, qui circulaient partout, avec de l'argent contribué par le gouvernement, et ça aide quand même. Et puis il y a aussi, lorsqu'ils brûlent les déchets agricoles, surtout dans les deltas, ça cause quand même des problèmes. Ouais. Alors là, il y a quand même quelques progrès, et le ministre de l'Environnement, il a dit lui-même que cette année, c'est le commencement de la fin de cette nuage nocif qu'on voit chaque année, entre octobre et novembre. Ben juste, Dr Ali, je vais jouer un peu l'avocat de la défense, et puis dans justement cette conférence où il y a beaucoup d'hommes d'affaires, que vous êtes représentant donc de l'association égyptienne d'hommes d'affaires, on accuse justement ces derniers de ne pas prendre en compte des aspirations du peuple et de vraiment ne s'attacher qu'au profit, au détriment donc de la santé, de l'environnement, etc. Qu'avez-vous à répondre à cette accusation? Oui, ça arrive. Parce que l'homme d'affaires, il faut quand même avoir un bénéfice qui augmente chaque année. Mais il faut changer un peu comme fait la Chine maintenant. Ce n'est pas la croissance économique qui compte à 100%. C'est un facteur, de plusieurs facteurs. Alors là, il faut avoir une nouvelle stratégie mondiale qui vise à réduire ce réchauffement-là, à ne pas accentuer donc, la croissance économique tout le temps. C'est important, mais ce n'est pas donc, la fin du monde. Il faut trouver, par exemple, les choses qui vont en coordination avec l'environnement, qui est une chose principale maintenant. C'est la santé de la population qui compte. Très bien. Très bien. Dr Ali Al-Khorey, vous êtes président du comité environnement à l'association égyptienne d'hommes d'affaires. Merci d'avoir été avec nous. Dr Adel, alors le temps qui nous a parti presque terminé. Votre association, je pense que l'association des Euromède pour le développement participe pour le développement durable participe à la COP 21. Vous avez des recommandations, si vous pouvez nous en dire. En fait, 6 recommandations parce que notre équipe elle a réussi à rencontrer les délégations égyptiennes. Donc on a discuté, on a changé, les aider, ce qu'on souhaite pour l'Égypte, etc. Donc vous venez de m'envoyer 6 points concernant le COP 21 et la position de l'Égypte. Qu'est-ce que doit faire l'Égypte? Alors, allez-y très rapidement. D'abord, c'est éduquer quand même la jeunesse à faire la question environnementale une matière dans les écoles. Ça, c'est premièrement. On commence par l'enfant. L'éducation, bien entendu. Deuxièmement, c'est alerter par des programmes télé la population sur la sensibilité et l'importance de la question énergétique, etc. C'est le média, le rôle des médias. Troisième point, c'est supprimer des manières